Bonjour, cher ami Christian Bossembe. Euh, Comme j'avais promis, me voici devant cette caméra pour partager avec vous et au travers de votre personne, avec tous les compatriotes, les quelques pensées que je garde depuis bien longtemps dans mon cœur. J'avais commencé à écrire un livre dessus, mais vu la précipitation, vu l'allure que prend l'idée de la nouvelle République, je me suis dit qu'il était peut-être important et même impérieux pour moi de présenter ces idées parce que j'estime que la nouvelle République que nous voulons tous, de tous nos voeux, doit être une réflexion ou un reflet de nous-mêmes. Vous avez fait les droits comme moi, vous avez eu sûrement peut-être pas les mêmes professeurs que moi, parce que je voudrais parler ici, faire ici allusion au droit constitutionnel en particulier. Moi, je l'ai étudié avec le professeur Diallo. Je suppose que vous l'avez fait avec Kamukuni ou Bata ou même Esambo. Moi, à mon époque, Kamukuni était chef de travaux et Sambo était assistant. Et une chose qui m'a toujours frappé, c'est que tous ces hommes, quand ils parlent en droit constitutionnel, ils insistent sur un élément, ils parlent du mimétisme institutionnel. Et quand j'entendais Diallo dire ça, et que Sambo venait réenchérir dessus, ou que Kamukuni soutenait la même chose, je me disais, mais pourquoi, si le mimétisme n'est pas adapté à nous, si ce mimétisme que nous faisons ne correspond pas à ce que nous sommes, pourquoi ces hommes intellectuels qui sont diplômés de grandes universités, pourquoi sont-ils incapables de s'asseoir et de regarder à ce que nous sommes afin de le refléter dans la loi fondamentale? Et bon, de toutes ces réflexions, des années, j'en suis arrivé à faire une certaine sommation d'idées que je voudrais partager ici. Je voudrais, avant de commencer, de me lancer, préciser une chose, c'est que je sais que ces idées ne vont pas toujours rencontrer l'assentiment de tout le monde. J'en conviens, c'est normal, nous sommes comment je veux dire, dans une société de libre pensée. Mais je pense que le mérite, c'est d'orienter le débat dans un certain sens, le sens qui met en avant l'avenir de notre pays. Le malheur pour nous, c'est que depuis les années 60 jusqu'à ce jour, les gens qui se disent intellectuels sont davantage des consommateurs. Ils sont davantage, ils passent davantage de temps à contempler les diplômes qu'ils ont, mais alors qu'en réalité, ces diplômes ne produisent rien sur le terrain. Ce sont des papiers vides, à mon sens. Et je pense qu'il est temps d'abord des gens qui réfléchissent, des penseurs congolais qui orientent les débats chez nous. Je vois ce que Bossembe fait jour après jour. C'est quelque chose qu'il faut, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'il faut encourager. Je vois Jean Goubal, j'ai derrière moi suivi Fumu Toto, si je ne me trompe pas sur le nom. Mais ce sont des penseurs, ce sont des gens comme ça dont on a besoin. Si l'Europe a évolué, si d'autres pays ont fait des bons en avant, c'est d'abord parce qu'ils ont eu des penseurs, des gens qui prenaient le temps de la réflexion et qui mettaient en avant des idées nouvelles et qui voulaient voir un nouveau modèle de société. Moi, j'ai toujours été étonné qu'on ait des gens qui donnent cours de philosophie, des professeurs en philosophie, docteurs, je ne sais pas moi, avec combien de titres en philosophie, et qui ne nous proposent rien comme modèle, qui ne disent pas qu'est-ce que nous devons faire pour devenir un peuple. Parce qu'il y a une nécessité pour nous de devenir un peuple. Jusqu'à présent, le Congo, c'est
une sorte d'assemblage des peuplades. Et il nous revient à nous, intellectuels, à nous qui avons eu la chance de lire l'histoire des autres peuples, de pouvoir canaliser nos énergies, canaliser ce que nous sommes pour refléter ce que nous voulons être demain. L'essor, l'espace, l'histoire nous condamne, nous Congolais, à nous forger une identité propre à nous. Et si nous arrivons à nous forger cette identité, là je suis toujours en train de préparer le terrain pour que je puisse donner mes idées. Si nous arrivons donc à nous forger une identité, c'est-à-dire si un enfant, je citerai encore cet exemple plus loin, un enfant qui naît à Boujal peut recevoir les mêmes principes de vie que celui qui est né à Idiofa, et que celui de Moussumba ne se sente pas différent de celui de Chimbulu, là, nous aurons fait œuvre utile. Plutôt que de rester accrochés dans les petits clivages qui sont les nôtres d'aujourd'hui. Et je pense que la nouvelle République, la République que nous voulons demain, doit refléter cela. Et pour cela, il faut donner la possibilité aux penseurs et non aux politiques. Les politiques sont, bon, en tout cas jusqu'à présent, ce que les pays a produit, c'est des politiques médiocres qui sont là parce qu'ils veulent empocher de l'argent, ils veulent tirer des bénéfices que la position leur accorde. Alors que nous avons des enfants, nous avons des générations futures à protéger, nous avons des générations futures à canaliser. Nous ne pouvons pas quitter la terre, nous ne pouvons pas partir de cette terre en laissant les mêmes problèmes que nos parents nous ont laissés, nous ont légués. Non. Voilà pourquoi mon intervention s'intitule Et demain le Congo. Oui, et demain le Congo. Le Congo de demain exige que nous puissions réfléchir aujourd'hui et que nous puissions nous projeter dans l'avenir. Projeter ce que nous voulons que nos enfants, nos arrière-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent être. Est-ce que nous voulons d'un Congo divisé où lorsque les gens meurent à Bunia, celui qui est, je ne sais pas moi, à Katakokombe s'en fout? Ou nous voulons que lorsque un problème arrive à Kizanvouete, que l'homme de Dilolo se sente totalement concerné? C'est ce Congo-là, ces derniers Congos vers lesquels nous devons tendre. Et pour cela, il faut que des penseurs, les Bossembe, les Fumutoto, les Djangouba, et tant d'autres, moi-même, nous puissions orienter le débat dans le sens d'amener les gens à comprendre la nécessité qu'il y a à sortir de ces petites peuplades que nous formons pour devenir une nation unie et forte. Et lorsque nous l'aurons fait, les pays alentours, ces pays avec des velléités de conquérir notre territoire, ne le pourront parce que l'identité congolaise sera connue, claire et nette. Et du reste, peut-être plus tard, je vais en parler. Moi, je suis de ceux qui pensent que des pays comme Rwanda, Burundi et même les Congo-Brazzaville, ces pays-là, dans l'avenir, dans les 20-30 ans qui viennent, nous devons monter une politique d'annexion de ces pays-là. Parce que les Rwandais aiment tant les Congo. Pourquoi ne pas en faire une province? Faire des Kagame, les gouverneurs d'une des provinces du Congo. C'est simple. Nous aurons résolu cette affaire-là pour toujours. Quant à nos amis de Brazzaville, peut-être que je ne reviendrai plus là-dessus, c'est que les gens de Brazzaville, ils s'appellent Congolais comme nous. Il ne peut pas y avoir deux Congos, il doit y en avoir un seul. Et ces Congos-là, c'est la RDC. Brazza, tous ceux qui y sont Congolais comme nous. Eh bien, il faut leur donner l'occasion de devenir réellement Congolais en annexant, pacifiquement, je veux dire, par des négociations, les Congo-Brazza. Les Français s'étaient trompés en appelant ces pays-là les Congos. Maintenant, il faut que les Congos redeviennent un seul, un et unique. Si nous passons par des négociations avec les amis de Brazza,
pour ceux du Rwanda et de Burundi, je considère que deux possibilités vont se présenter à nous. La première, c'est que nous négocions avec eux pour qu'ils fassent partie, deviennent 27e et 28e province du pays. Et s'ils résistent, on les annexons par force. Nous devons cesser avec ces langages, des gens apeureux, des gens qui croient que les Rwandais peuvent nous envahir, parce qu'ils prennent plaisir à nous infiltrer. Donnons-leur l'occasion de devenir Congolais. Parce qu'ils semblent être fiers d'être Congolais, alors donnons-leur l'occasion de devenir Congolais. On annexe le Rwanda, on annexe le Burundi. Bon, on va me dire, mais pourquoi pas l'Ouganda? L'Ouganda, c'est parce que, comme eux parlent anglais, je pense qu'on peut les laisser de côté. Mais ces deux-là, Burundi et Rwanda, je pense qu'ils font partie du Congo. Et il faut qu'on change notre façon de voir les choses. Il faut qu'on leur dise que, messieurs, vous êtes des Congolais, votre pays nous appartient, vous devez faire partie de ce pays. On change de langage. Là où ils nous menacent, c'est nous qui changeons de langage. Voilà un peu pour commencer. Mais alors, comme je dis, mon intervention, du moins, j'ai intitulé cette intervention Aider le Congo. Aider le Congo, c'est une sorte de pensée qui voudrait qu'on se base sur notre historique, notre histoire, notre passé, pour nous projeter dans l'avenir. Alors au niveau de l'introduction, j'ai prévu de parler de deux choses. C'est que je vais passer en revue notre historique, faire un peu d'historique. Je ne suis pas historien, je laisse ça au professeur Ndaiwe et à tant d'autres qui sont spécialistes dans la question. Moi, je vais juste parler de façon ramassée, juste pour orienter le travail que je fais. Ensuite, je vais, dans la même introduction, tenter de faire une projection pour l'avenir. Bon, de toute façon, la projection pour l'avenir, je crois que je l'ai même faite quand je parle de Rwanda, Burundi, tout ça. Mais je vais, cette fois-là, me focaliser sur les Congos et les Congolais actuels. Alors, comme historique, nous partons de la conférence de Berlin. Mais avant la conférence de Berlin, chacun des peuples qui composent la RDC vivait dans des royaumes, des empires propres, avec une structure et une organisation propre. Les commerces entre nous se faisaient. Il n'y avait pas de guerre entre nous. Bon, peut-être qu'il peut y en avoir eu, mais en tout cas, on vivait en paix. On vivait en paix. Les gens pouvaient traverser. Et même quand, si vous vous rappelez de notre histoire, c'est que l'étranger était respecté. Quand un étranger arrivait quelque part, ben, il était reçu avec... on lui donnait une place dormir, on lui donnait à manger, et parfois on lui donnait une femme. Et vous prenez l'exemple du royaume Lunda, par exemple, de l'empire Lunda, par exemple. L'histoire nous renseigne que l'un des fondateurs de cet empire, c'est un prince Luba qui est allé là-bas et qui s'est marié à une princesse. Et dès là, il a monté l'empire, n'est-ce pas? C'est pour montrer que de tout temps, nos ancêtres, si nous pouvons les appeler comme cela, n'étaient pas du genre, ne mettaient pas en avant la tribu, mais c'était des gens qui mettaient l'accent sur les capacités des hommes qui venaient, avec lesquels ils étaient en contact. Sinon, les Lunda n'auraient jamais accepté qu'un Luba devienne empereur chez eux, ou du moins commence l'empire chez eux. Ça veut dire, en d'autres termes, que le tribalisme tel que nous le vivons, c'est une notion importée. Et nous devons nous en débarrasser. Et arrive la conférence de Berlin où, sans notre participation, sans consulter nos ancêtres, ces pays européens s'arrogent le droit de nous fabriquer un pays. Et donc, nous nous retrouvons avec un pays que nous n'avons pas demandé, que nous n'avons pas conçu. En fait, un pays conçu par les autres. Et il nous oblige à vivre ensemble. C'est ainsi que nous nous retrouvons après 1885 dans une même configuration, sous le même drapeau, le drapeau Léopold II, puis finalement le drapeau belge plus tard.
Puis les drapeaux congolais, les drapeaux zaïrois, les drapeaux congolais avec Laurent Désiré Kabila, finalement les drapeaux actuels avec Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Nous nous trouvons donc ainsi avec, depuis 1885, donc plus d'un siècle déjà, les mêmes sorts, la même histoire et l'espace ou les terres en commun. Mais malgré cela, nous nous retrouvons dans des petites divisions qui, à mon sens, sont un très grand frein à l'avenir de notre pays. Mobutu, de 1960 à 1960, après les indépendances, la mort de Lumumba, c'est chacun qui a voulu, n'est-ce pas, se réclamer une certaine indépendance. Les gens étaient prêts à s'entrediviser selon qu'ils habitaient tel ou tel autre coin, selon qu'ils s'estimaient originaires de tel ou tel autre coin. C'est depuis 60 que l'esprit qui animait nos ancêtres dans les temps a été complètement anéanti. Un autre esprit est apparu, celui de la division. Et c'est cet esprit, je ne veux pas accuser des gens, mais bon, cet esprit fait que on a l'impression que plus on a quelqu'un de sa tribu à ses côtés, on est plus en sécurité, alors que ce n'est pas vrai, alors que ce n'est pas du tout vrai. Quand Mobutu arrive au pouvoir, Mobutu fait semblant, Mobutu fait un semblant d'une formalisation ou d'unité avec sa tentative, n'est-ce pas, de nommer des non-originaires dans des provinces. C'était pas une mauvaise idée, c'était bien, ça marchait pendant un temps, mais en réalité, on n'arrive pas à des résultats lorsque la chose est imposée de l'extérieur. Il faut arriver à convaincre les gens du bien fondé de ce que l'on fait. Arrive Laurent Désiré Kabila, on retourne à l'affaire d'originaires. Bon, disons que ça a commencé un peu avant les retours de Laurent Désiré Kabila, ça a commencé avec la démocratisation, mais bien avant cela, Mobutu qui faisait voir en apparence qu'il voulait que l'affaire du tribalisme s'estompe, mais lui-même semblait s'en prendre, y prendre goût, parce que vers la fin de sa vie, avant l'arrivée de Kabila, au niveau de que ce soit de la DSP ou que ce soit au niveau de l'armée, il va privilégier ce qu'il a considéré comme ses frères. Ce qui va entraîner un profond malaise au sein de l'armée. Ce sont des choses qu'il faut corriger. Et nous devons, nous en tant que penseurs, nous en tant qu'intellectuels, si nous le sommes, parce que les très distingués Dieudonné Kalouba plutôt, nous a appris que l'intellectuel, c'est une race rare. Nous ne savons même pas si nous-mêmes, nous en faisons partie. Je disais donc, contentons-nous d'être des penseurs. Je disais donc, en tant que penseurs, nous devons trouver comment, et là je suis dans la vision du futur, comment nous sortir de cette sorte de piège dans lesquels nous sommes tombés. Parce que tant que nous ne laisserons pas, tant que nous ne nous dépouillerons pas de cet élan tribal, il va être très difficile de voir notre pays émerger. Tant que nous resterons chacun accroché à ce qu'il considère comme son appartenance, nous donnons très peu de chance dans notre pays d'aller de l'avant. Voilà pourquoi le rôle des penseurs que nous sommes, c'est de tenter dans la mesure du possible de projeter l'avenir, de dire voilà ce que nous pouvons devenir, voilà ce que nous devons devenir, voilà ce que nous pouvons devenir. Et c'est ce travail-là que nous pensons faire
et travaille de trouver des voies et moyens pour faire que les Congolais, n'est-ce pas, deviennent un peuple unique, et les Congolais, plutôt que de se reconnaître dans les différentes tribus, mais que les Congolais de demain, que les Congolais à qui nous allons léguer le pays. Si nous pouvons continuer à faire ces choses-là, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont résister, il faut que les Congolais de demain, ceux à qui nous allons léguer le pays, que ceux-là ne connaissent pas le même problème que nous. Et pour cela, il y a des options sérieuses que nous devons lever. Difficiles à avaler pour certains, mais impérieuses pour l'avenir de notre pays. Je vais donc me référer à, si vous me voyez regarder, c'est parce que je vais me référer à mon aide-mémoire pour me permettre, n'est-ce pas, d'élaborer convenablement ce que je vais dire. Alors, j'ai intitulé ce point l'heure de la vérité, c'est-à-dire que nous entrons dans le vif du sujet. C'est-à-dire que si nous voulons nous en sortir, il nous faut prendre les taureaux par les cornes et nous inventer un modèle susceptible, n'est-ce pas, de nous transformer profondément. Il faut prendre les taureaux par les cornes. Il faut regarder notre société, regarder en nous-mêmes ce que nous sommes et qu'est-ce que notre société représente par rapport à ces vents de tribalisme. Je dis, à côté du détournement des deniers publics, à côté de la corruption endémique qui ronge notre pays, il y a encore que la corruption et les détournements, l'IGF et l'inspection, je crois, de police judiciaire ou de l'inspection judiciaire peuvent lutter contre cela. Le tribalisme, lui, c'est un mal profond, c'est-à-dire intrinsèque, que l'on retrouve au fond des cœurs. Seul l'individu, seule la prise de conscience de chacun peut faire en sorte que cette affaire sorte, cette affaire s'élimine. La problématique que pose le tribalisme, c'est que c'est un mal sans commune mesure. Parce que avec le tribalisme, la médiocratie trouve son apogée. On va nommer des gens parce qu'ils seraient de telle ou telle tribu. On va parler des géopolitiques, là où on a besoin de vraies têtes, des gens qui peuvent résoudre les problèmes. On va chercher quelqu'un parce qu'il est de telle ou telle tribu et il va prendre la place. Alors que la personne la mieux indiquée est mise de côté tout simplement à cause des raisons subjectives de ce genre-là. Moi, je pense que nous devons sortir de ces choses. Je vais vous expliquer un peu, je vais aller un peu plus en détail pour vous montrer les mal du tribalisme grec. Lorsque vous mettez à la place, disons, à une position quelconque, une personne qui ne convient pas à cette place-là, tout simplement parce que, par rapport à la géopolitique, comme on dit, ce qui arrive, c'est quoi? C'est que si la personne est incompétente, c'est toute la société qui en souffre. C'est toute la société qui en souffre. C'est toute la société qui perd. Même sa propre tribu perd. La propre tribu de celui qui est en place est en train de perdre. Il ne gagne pas du tout. Par contre, si on met en place, si leur dénomination, les gens qui, ou du moins leur dénomination, les personnes qui sont nommées ou qui sont recrutées répondent à un critère précis, débarrassé de toute idée tribale, de toute idée de géopolitique, comme ça se fait partout ailleurs. Ce qui arrive, c'est que le bénéfice est que la productivité réalisée, le travail réalisé, va bénéficier à tout le monde.
si l'entreprise ne pouvait engager au départ, comme exemple, que 5 000 personnes, les bons éléments choisis, débarrassés en fonction, choisis en fonction de sa compétence, peut faire que 3 4 années plus tard, plutôt que d'avoir 5 000 personnes, on en trouve 10 000. Par contre, si l'élément recruté, là, il n'était qu'en fonction de s'attribuer et non de la compétence, ce qui va arriver, c'est que 2 ans après, on aura aussi 10 000 personnes, mais les 10 000 personnes, c'est-à-dire qu'il a ajouté 5 000 de sa tribu. Pendant que ce temps, l'entreprise n'a pas évolué. Vous imaginez un peu le mal? C'est lui, le premier recruté sur base des compétences, amène l'entreprise à 10 000 personnes. Et s'il amène l'entreprise à 10 000 personnes, c'est que le capital de l'entreprise a doublé aussi. Le travail s'est fait tellement bien qu'il s'est créé un besoin de recruter plusieurs personnes. Mais c'est lui qui a été nommé sur base de sa tribu, sur base des critères mal définis. Celui-là va aussi amener l'entreprise à 10 000 personnes, alors que la capacité financière de l'entreprise est ramenée à la moitié de ce qu'elle était au départ. Voilà pourquoi nous avons des entreprises, nous avons des gens qui font 57 mois de chômage, 57 mois d'impaiement, 2 ans d'impaiement, mais c'est parce que des incompétents ont été mis en place, ont été placés à des postes clés, alors qu'ils auraient dû peut-être être en train de ramasser des papiers. Je ne dis pas que celui qui ramasse des papiers soit minimisé, non. Dans une entreprise, dans une société qui se respecte, la société Congo de demain, chaque travail, comme c'est le cas ailleurs, devra être valorisé et peut-être même mécanisé. J'ai ainsi brossé donc les mal que pose le tribalisme, les freins. Comme vous pouvez le voir, c'est plus grave que la corruption, c'est plus grave que les détournements. Et malheureusement, la plupart d'entre nous, on passe notre temps. On a l'impression que c'est quelque chose de normal. Et très peu je veux dire, de temps est accordé à la résolution de cette affaire. Alors, on peut se demander, est-ce que le tribalisme tel que nous venons de le dire a des avantages? Je veux dire oui. L'avantage du tribalisme se trouve dans le tribalisme lui-même. Parce qu'en fait, il se met en tête que ces actes créeraient une certaine cohésion autour de sa personne. Le tribalisme a cette impression-là que ça fait. Et ça, c'est le domaine des politiciens, généralement. Regardez les politiciens. Dès qu'il est en mal, il est en difficulté, même dans les débats, là, suivez. Discutez avec quelqu'un, dès qu'il est à court d'idées, il se rabat sur la tribu. Parce que c'est facile, c'est un argument très facile, n'est-ce pas? C'est un argument de facilité. L'avantage, c'est que c'est lui qui pratique cette histoire a l'impression de créer une sorte de cohésion autour de sa personne. Oh les amis, c'est une cohésion apparente. Que des gens n'avons-nous pas vu tuer les gens même de leur propre famille? Des frères. Moi j'aime bien me référer à une référence congolaise dont on ne parle peut-être pas. Je vais faire référence ici à Panda Farnana, je pense, si je ne me trompe pas. L'homme que je considère comme le premier intellectuel congolais, c'est ce gars du Bas-Congo qui déjà en 1900, je ne sais pas moi, 18 ou comment, il avait fait des études d'agronomie en Belgique. Il est revenu ici il est revenu au Congo avec l'intention d'aider les gens. Mais les gens qu'il voulait aider l'ont éliminé. Vous n'avez qu'à aller sur YouTube, sur cette vidéo-là. Ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Et le pays tout entier l'a oublié. A oublié ces jeunes hommes-là. Non. Il faut revenir à des gens comme ça. Ce sont des modèles. Ce sont des modèles qu'on doit présenter à nos enfants. Quelqu'un qui, en Belgique,
il avait une position qui lui permettait de bien vivre. Et il a décidé de revenir pour travailler afin de sortir son propre peuple des conditions dans lesquelles ils étaient et de partager la connaissance qu'il avait. Mais les gens n'ont pas saisi cet élan qu'il avait. Au contraire, pour un petit intérêt mesquin, on l'a éliminé. C'est pour dire que la réalité est que le tribalisme n'a aucun avantage. C'est une arme de destruction massive. Les inconvénients du tribalisme ne sont plus à démontrer. Tout ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on doit parler de ces inconvénients, c'est que je considère qu'il s'agit là de la négation avouée d'assurer la prospérité du groupe, voire l'avenir du pays. Je vais répéter. L'inconvénient du tribalisme, je considère, moi, qu'il s'agit, à mon avis, d'une négation avouée d'assurer la prospérité du groupe, voire de l'avenir du pays. Oui, en effet, lorsque vous pratiquez le tribalisme, vous décidez en âme et conscience d'arrêter l'avenir du pays. Vous décidez en âme et conscience d'amener, de tirer les pays vers le bas. Et ça, c'est un crime beaucoup plus grave même que d'assassiner une personne, parce que c'est toute une nation qui est drainée comme ça. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut y apporter des solutions. Et notre présence ici, c'est de tenter, dans la mesure du possible, n'est-ce pas, de donner quelques orientations qui pourraient nous servir des pistes de solutions sur lesquelles d'autres après nous pourront bâtir et même enrichir. Alors, si nous voulons résoudre ce problème, il faut savoir ça va nous demander un choix sérieux. Et ce choix s'est fait à deux niveaux. D'abord, à titre personnel, au niveau de sa personne, et ensuite, en tant que peuple. Parce que le Congo de demain, nous ne voulons pas le Congo des tribus. Nous le voulons Congo des peuples, Congo des Congolais. Les tribus d'aujourd'hui doivent céder la place aux Congolais, à la tribu Congo, tout simplement. Voilà pourquoi je disais que les amis du Brazza, oh, je m'excuse, ont le malheur ou le bonheur de se faire appeler Congolais. Et par conséquent, nous pensons que l'avenir nous oblige à les intégrer. Par négociation, évidemment, avec eux, pour eux, tandis que les autres, s'ils ne veulent pas, ça devrait se faire par la force. Il faut que les langages des Congolais changent. Nous devons réclamer les Rwandais et les Burundis comme des provinces du Congo. Alors je disais donc que pour résoudre cette affaire de tribalisme, on peut le faire à deux niveaux. Au niveau personnel et au niveau du pays, au niveau en tant que peuple. Alors à titre personnel, il faut que chacun choisisse délibérément. Il s'agit d'une question de volonté, délibérément, de se restreindre quant à tout comportement et tout langage à caractère tribal. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui donne du fuel, qu'est-ce qui donne des ailes au tribalisme? C'est parce que nous continuons à en parler, quand nous parlons de gens, nous voulons connaître de quelle tribu ils sont, nous voulons caractériser leur comportement par rapport à leur tribu, nous voulons, quand quelqu'un parle, nous recherchons autre chose. Au-delà de ce qu'il dit, nous recherchons la tribu. C'est ce comportement-là qu'il faut que, individuellement, nous puissions y mettre fin. Nous devons arrêter ces choses. Je vais vous donner un exemple du mal que cela fait. Un jour, j'ai vu à Bandal, à l'époque je suis au barreau de Kinshasa-Gombe, je suis à Bandal, je vais pour
payer les courants au bureau de la SNEL Bandal, là, nous sommes là alignés. Il y a un monsieur là qui prend la parole et qui dit que, je m'excuse d'utiliser ce terme, dit les Balouba auraient reçu instruction de la part de Tshisekedi qui ne devrait pas payer les courants ou l'eau. Parce que l'eau et le courant profiteraient aux gens, enfin, aux provinces du Bas-Congo et consorts. Moi, j'étais surpris, là, je n'ai pas compris. Comme je n'ai pas ma langue en poche, je lui dis, mais tu as assisté à cette réunion, toi? Il dit, ah, yo, y habité. Je dis, bon, ok, bon, enfin, non, il y a parce que moi-même, dans un Moulouba, mais on a quitté Balboa, peut-être Babombi, peut-être Babombi. Et quand je dis ça, sur la ligne, nous étions à peu près 17. Sur les 17. Si je n'exagère pas, 12 étaient là-bas, alignés pour payer les courants. Mais on nous informe par celui qui n'est pas là-bas qu'on nous a donné instruction de ne pas payer les courants. Vous vous rendez compte de comment les gens entretiennent comment les gens entretiennent. Quelqu'un est assis chez lui, il s'imagine des choses et il les met dans la rue, et ceux qui entendent commencent à répéter et ça devient quelque chose de normal. Donc c'est ce comportement-là, au niveau de l'individu, qu'il faut que chacun se restreigne de ce genre de choses. Il faut que chacun arrête ce langage-là. Il faut que ce soit quelque chose de volontaire. Si nous comprenons l'intérêt qu'il y a à nous forger une identité commune, il va de soi que chacun de nous, à son niveau, puisse se refuser désormais d'avoir un comportement ou un langage à tendance tribale. Alors je dis qu'il y avait un autre niveau, c'est au niveau, c'est-à-dire le choix d'être fait à un autre niveau. C'est un choix fait en tant que peuple. Alors c'est ici que les plus d'efforts et d'oubli de soi doivent jouer un rôle prépondérant. Oui, ça va demander, ce que je vais dire maintenant là, ça va demander des sacrifices de nous tous, de chacun de nous. Avant tout, il faut avouer que ce qui va suivre ne va pas arranger beaucoup de gens, je le sais, mais c'est une nécessité, comme je l'ai dit plus tard, pour notre survie en tant que peuple. Si nous voulons que nos enfants restent maîtres de cette terre, de la terre que les ancêtres nous ont léguée, la terre pour laquelle nous n'avons rien fait, nous n'avons fourni aucun effort pour avoir cette terre-là, elle nous a été léguée. L'essor, l'espace et le temps nous obligent à nous forger cette identité. Et pour ce faire, nous devons faire des choix intelligents. Des choix qui ne vont pas toujours arranger les gens, mais des choix pour tourner vers l'avenir. Tourner vers l'avenir. Et cela doit se faire à son tour à plusieurs niveaux, sur le plan coutumier. Donc il faut qu'il fasse il va falloir se faire violence. Si nous voulons devenir un peuple uni et fort demain, nous devons fournir des efforts et définir certains principes d'ensemble que tous sur lesquels nous allons nous mettre d'accord et que nous allons enseigner à nos enfants désormais. Et pour ce faire, il faut faire sauter certains verrous. Et ces verrous, je les vois à trois. Debout Congolais, unis par le sang,
unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours